Merci de nous choisir encore ce soir pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwambati Nchimbi, a échangé ce vendredi 7 février tour à tour avec le vice-ministre du Plan et l'ambassadeur de Grèce en République démocratique du Congo. Au cœur de leur discussion, la loi sur l'amnistie et le compte-rendu du sommet de l'Union africaine. Nadia Koulafou-Kamalala et Précieux Mangonzoy. Le vice-ministre du plan Sadok Biganza a été reçu ce vendredi par les coordonnateurs du mécanisme national de suivi. Avec François Mwambati Nchimbi, Sadok Biganza s'est entretenu sur les volets d'amnistie au Parlement, une question capitale du point de vue de la cohésion nationale dans les Kivu, d'où est originaire le vice-ministre. Il y a des éléments nécessairement de préoccupation en rapport avec le sud du Kivu, spécialement dans le territoire d'Ouvira. Il fallait le voir pour que ces préoccupations-ci puissent retenir non seulement son attention, mais pour que tout le monde s'implique, pour que les choses avancent dans le bon. Un peu avant, les coordonnateurs du mécanisme national ont fait les comptes rendus des sommets d'Addis Abeba et Kampala à l'ambassadeur de Grèce en RDC. Et il m'a informé des événements en République démocratique du Congo, la mise en valeur du pacte d'Addis Abeba et le projet concret du gouvernement pour la mettre en œuvre. Il faut rappeler que la Grèce assure la présidente tournante avec l'Union européenne. D'autre part, l'ambassadeur de la République du Corée, Lee On-sung, était ce vendredi 7 février l'hôte de marque du ministre des Affaires étrangères. Les diplomates coréens a été reçu tour à tour par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avec qui il a évoqué la question de la coopération entre la RDC et son pays, la République du Corée. Lee On-sung s'est entretenu par la suite avec le vice-ministre de la coopération internationale. Ensemble, ils ont signé l'acte d'engagement du don non remboursable de bus. Il faut savoir que l'ambassadeur coréen a, au nom de son gouvernement, fait un don des 2 bus de marque Hyundai d'une capacité de 30 places aux agents du ministère des Affaires étrangères, dont Moumat y reviendra dans nos prochaines éditions. Le notable de la province du Katanga ont effectué une tournée de sensibilisation et de pacification dans le coin le plus touché par le phénomène Bakata Katanga. L'objectif de leur mission est de mettre fin à cette affaire qui fragilise la paix dans cette partie de la RDC. Ils étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Suivez ce reportage de Gédéon Loukou Mouena. Après le Olomami et au Katanga, la délégation conduite par l'honorable Gabriel Kyungu Wakumwanza s'est retrouvée au gouvernorat de la province Cuprifère pour échanger sur cette problématique qui sévit depuis plusieurs années dans ces coins du pays. Au sortir de la réunion, les chefs de la délégation donnent l'essentiel de leur descente sur le terrain. Bon, on a fait un compte rendu de notre voyage à l'autorité nationale et provinciale, les différentes étapes parcourues, quelques faits constatés par-ci par-là sur le terrain. Nous devons atterrir et voir l'autorité suprême du pays, à qui nous réservons la primaire de tout notre rapport. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga fait un appel à la conscience. On ne peut pas lutter contre la misère en provoquant la misère. Vous comprenez, je leur ai dit, c'est pas parce que je suis révolté, parce que j'ai faim, que je vais me mettre à couper les têtes des gens pour résoudre mon problème. Donc c'est une fausse théorie, ça. Et partout, nous avons conseillé les jeunes gens de laisser tomber ces histoires et de se mettre au travail avec tout le monde. Plusieurs autorités, tant nationales que provinciales, ont participé à cette mission, parmi lesquelles les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapwe et les autres. De retour à Kinshasa, où nous allons ouvrir la page société de ce journal pour vous dire que le pont Makala-Ngunza, qui relie les communes de Kalamou et de Makala sur la route Elengesa, est en mauvais état. Une menace d'écroulement est à craindre à cause des fissures et de trous béants qui se sont créés autour du pont, constat fait par Dodo Pambou et Juzen Belebele. Inscrite sur la liste des routes à réfectionner dans le cadre de la révolution de la modernité dans son volet d'infrastructure routière, la route Elengesa risque de se couper en deux.
Et pour cause, les ponts Ngunza, qui relient la commune de Kalamu à celle de Makala, est totalement fissuré. Même les bétons qui soutiennent les ponts se cassent. Bref, ces ponts risquent de s'écrouler bientôt si l'on y prend garde. Voilà pourquoi les langues des habitants du coin se sont déliées pour interpeller les décideurs politiques. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Elenguessa est d'une importance capitale car elle est presque une porte de sortie vers le Bas-Congo et permet de désengorger l'avenue Université. Vous avez suivi, Sylvain Kapomo-Bosengele a donc rendu ce reportage. Encore une route délabrée, celle de la 7e rue Limité résidentielle, non loin de l'école Cartésien. Comme partout ailleurs, un cri d'alarme est lancé à l'autorité compétente pour agir. Les détails avec Luisette Matingou. 4 mois déjà depuis que cette route de Limité 7e rue se trouve dans un état de délabrement. Une situation qui perturbe la circulation de véhicules, crée parfois de bouchons, d'où ces SOS. La 7e rue est un quartier industriel, mais nous vivons comme si nous étions au village. Les jours passés l'ont traversé à l'aide d'une pirogue, soit il faudra payer de l'argent pour être transporté. Nous avons une forte difficulté, c'est la vie qu'on mène ici, dans ce quartier. Nous avons un sérieux problème avec cette eau qui stagne. Cela fait déjà 4 mois. Les autorités interpellées ne réagissent plus. Pour passer, il faut être transporté dans le dos, moyennant 500 francs congolais. Ce cri d'alarme devrait interpeller les autorités de la ville pour que la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État devienne une réalité. Reliant l'avenue Université et Kimwenza, la route Yolo-Ezo risque d'être coupée si des efforts ne sont pas fournis pour la réhabilitation. L'état de cette route met la population de ces coins dans une situation déplorable. Le constat a été fait par Patricia Bassoa et Juzen Belebele. Pour canalisation bouchée, tel est le tableau sombre que nous présente l'avenue Ezo dans la commune de Kalamu. Ici, la population de ce coin vit son calvaire. Exposée à des éventuelles maladies, elle lance un SOS auprès du gouvernement de la République, plus précisément au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Est-ce que l'assainissement de ce quartier revient uniquement à la charge de l'autorité urbaine? Voilà la question qui se pose. Entre-temps, un conflit règne entre le promoteur de l'école Mwinda, qui est accusé d'avoir construit sur le caniveau principal, empêchant ainsi les eaux de pluie de trouver leur voie de sortie. Ces conflits qui existent depuis belle lurette dans ce coin de la capitale et du domaine de la justice congolaise, seule institution pouvant bien départager cet univers. Notons que cette route relie l'avenue Université et Kimwenza, et sans elle, la situation risque de se compliquer davantage. Écho de nos provinces, on note des cas de décès à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, des cas de décès causés par la rage canine affectée par les chiens. Les détails avec notre correspondante sur place à Mbujimayi, Mado Mwenga. La rage canine fait des victimes à Lubao, un territoire situé à plus de 300 km au nord de Mbujimayi. 25 personnes sont déjà décédées dans l'espace d'un mois seulement. Et le nombre risque de grimper étant donné qu'il y a plus de 120 autres personnes mordues par des chiens enragés. La cité de Lubao compte à elle seule 15 morts. Les autres sont à repartir entre les secteurs de Kisengwa, Kafumbe dans le même territoire. Pour l'administrateur de cette zone, la traque de chiens est une solution envisagée en vue d'en venir à bout de la maladie. Voilà qui justifie la décision d'abattre tous les chiens donnés ce jeudi. Et pour essayer de calmer la tension toujours vive dans cette cité, tension née du décès d'une mère de 40 ans ayant présenté des signes proches d'un chien comme l'aboiement, un meeting sera organisé devant le bureau de la cité. De cette manière, les autorités pourront informer la population sur des précautions à prendre. Et pourtant, les problèmes ne seront résolus qu'avec la prise en charge de malades. C'est là le point d'achoppement. Tous les stocks en vaccins est vide. Pas non plus de produits pharmaceutiques spécialisés. Les malades se sont abandonnés.
Et c'est d'ailleurs le sentiment que l'on a car le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage soutient qu'il y a rupture de stock et dit s'en remettre à l'autorité nationale. Madame Ngamboujimaï, antenne A. Quittant le Kasaï oriental pour le Katanga où des intrants de prise en charge de la nutrition, des antipaludiques et antibiotiques, des textes, des diagnostics rapides de malaria ainsi que des équipements informatiques. Voilà les contenus du don de la Banque mondiale au gouvernement provincial du Katanga par le biais du projet PARS. La remise de ces dons a eu lieu le 5 février 2014 à Lubumbashi, au leader Ngaziami. La province du Katanga vient de bénéficier une fois de plus de l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé. En effet, le PARS a remis 115 tonnes de médicaments, des tests de diagnostic rapide de malaria et des équipements informatiques au gouverneur du Katanga pour le compte des districts sanitaires du Haut-Katanga et Lualaba. Au cours de la cérémonie de remise qui s'est déroulée au dépôt du PARS à Lubumbashi en présence du ministre de la Santé Félix Kabange, le docteur Jacques Wangata a exhorté les autorités nationales et provinciales à s'engager dans le plaidoyer pour la poursuite de l'appui de la Banque mondiale en faveur du PARS, car grâce à cet appui, certaines épidémies ont été carrément éradiquées. Nous notons en passant que ces financements se clôturent au 30 juin 2014, c'est-à-dire dans 4 mois. Seul votre plaidoyer, leurs excellences, au plus haut niveau, tant au niveau de la Banque mondiale que du gouvernement, aiderait à prolonger cet appui combien louable pour le bien-être de la population congolaise et katangaise en particulier. L'appel est parvenu aux oreilles des concernés qui se sont exprimés à propos. Nous pensons que nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que nous puissions appuyer encore davantage la province. Nous sommes déjà en négociation pour un nouveau projet qui, nous l'espérons, va aller jusqu'en 2019. Quoi de meilleurs partenaires de la province aujourd'hui, de la Banque mondiale. Et je sais que le contrat va arriver à terme, mais nous allons, ensemble avec le gouvernement central, avec le ministre, aller encore toquer, frapper, demander pour que ce projet puisse continuer. Au total, 14 zones de santé vont bénéficier de cet appui. La cérémonie s'est clôturée par la visite du dépôt des médicaments et équipements. Nous sommes de retour à Kinshasa pour vous dire que la situation de personnes vivant avec handicap reste déplorable en RDC, dixit le rapport national 2012-2013 sur la situation générale de cette catégorie de personnes présenté le 5 février par la coordination de la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap du Congo. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la Fédération à Mombélé dans la commune de Limete. Encore une fois, pour Leader Ngaziami et Duzen Belebele. La situation des personnes vivant avec un handicap en RDC est dramatique. C'est ce qui ressort du rapport national 2012-2013 présenté le 5 février par la coordination nationale de la FENAFACO. Notre pays bat les records mondiaux. Donc nous sommes le premier pays au monde à avoir le plus grand nombre de personnes avec handicap, 9,6 millions de personnes vivant avec handicap. Mais 96% de ces personnes vivant avec handicap sont des analphabètes. Elles ne savent ni lire ni écrire. 96% des personnes vivant avec handicap sont au chômage. 94% des personnes vivant avec handicap n'ont pas accès à des soins de santé de qualité. Aussi, 91% des femmes vivant avec handicap n'ont pas la chance de pouvoir avoir les mariages dans notre pays, la République démocratique du Congo. Selon ce rapport, la RDC ne dispose pas d'un corps de règles assurant la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap qui, du reste, n'ont aucun bilan positif à faire. Donc vraiment, c'est un rapport très critique. Raison pour laquelle, nous, à travers nos rapports, nous avons formulé certaines recommandations aux autorités des instances de prise de décision dans notre pays et les responsables des agences du système des Nations Unies République démocratique du Congo pour qu'ils puissent prendre en compte les problèmes des personnes vivant avec handicap dans la programmation de leurs activités. L'occasion a été propice pour le coordonnateur national de la FENAFACO d'éclairer l'opinion sur les rumeurs faisant état de sa destitution de la tête de la fédération. Je demande avec force cette information. Nous continuons à demeurer comme coordonnateur national de notre structure pour défendre les vrais droits des personnes vivant avec handicap dans notre pays. La FENAFACO sollicite une attention particulière de la part du gouvernement, des institutions et organisations internationales dont l'apport peut leur être utile.
Anne-Marie Ossik nous fait savoir que devant la maison communale de Lemba, une statue du savoir a été érigée, une statue qui reflète l'esprit scientifique qui accompagne les habitants de Lemba. Hier, jeudi 6 février, le bourgmestre a procédé à son dévoilement en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Henri Kimbuta Yango. Suivez. Ce monument a été érigé pour faire valoir la commune de Lemba qui est réputée comme étant la commune des évolués. Est en effet généralement connu dans la conscience collective quinoise comme la commune intellectuelle hébergeant un des plus hauts temples du savoir, je citais l'université de Kinshasa. Je suis d'autant plus à l'aise aujourd'hui dans cette manifestation que j'ai été pendant de longues années professeur de mathématiques et de ce fait courroie de transmission du savoir. Cette œuvre de Van Manche, taillée à l'image de la femme congolaise, restera marquée dans les annales de la commune de Lemba. C'est un signe, c'est un symbole qui va prouver à quiconque qui passerait par ici et qui pourra avoir, pourquoi pas, une carte de photo souvenir, c'est dire j'avais foulé mes pieds dans la commune du savoir, la commune des intellectuels de la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a posé la première pierre pour la construction d'une salle polyvalente en présence des députés, sénateurs, ministres provinciaux et notables de la dite commune. Un mot en culture avant de passer à autre chose. En collaboration avec l'Opéra de Kinshasa, la paroisse du Sacré-Cœur, à travers son curé, a procédé hier jeudi au vernissage de l'exposition avec des œuvres d'art qui sont nées de doigts de jeunes artistes congolais. Cette exposition, qui est accompagnée d'un concert classique, se poursuit ce soir jusqu'au dimanche 9 février 2014. José Moussangana. C'est autour du thème amour, paix et joie que les jeunes artistes sont venus exposer sur la pelouse de la paroisse du Sacré-Cœur. Devant un parterre d'invités dans les noces apostoliques, les différentes œuvres exposées se livrent à une contemplation esthétique qui emporte tout le monde. Conçue dans le but de contribuer à la promotion de la jeunesse, cette exposition permet de faire découvrir les jeunes talents qui ont besoin du soutien des décideurs afin de vendre une autre image de la République démocratique du Congo à travers le monde. Juste après les vernissages initiés par le père curé de cette paroisse du Sacré-Cœur, l'exposition qui a ouvert ses portes du jeudi 6 au dimanche 9 février sera accompagnée ce vendredi soir d'un concert de musique classique de haute facture. Et puis, dans le cadre du renforcement de capacités des étudiants de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse organise le week-end scientifique la toute première édition de l'intention à l'intention des étudiants de la maintenance. Ces assises ont été marquées notamment par des expositions des œuvres d'esprit dans les différents stands érigés pour la circonstance. Laïn Bofando Mbou. En organisant le week-end scientifique par le département de technique de maintenance, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, veut entre autres échanger les expériences avec d'autres partenaires sur la technique de maintenance, faire connaître les réalisations de l'ISIPA au grand public et enfin attirer les décideurs pour qu'ils comptent désormais sur cette institution d'enseignement supérieur privé. La journée des maintenances constitue également une évaluation pour les étudiants maintenanciers sélectionnés pour ces assises. En effet, l'ISIPA a choisi quelques étudiants selon leur promotion pour exposer des œuvres de l'esprit, car une prime sera remise à la meilleure exposition. Il s'agit des châteaux d'eau. Dès qu'il y a de l'eau à la source et que le château est vide,
automatiquement le moteur va démarrer. Il va refouler de l'eau au niveau du château. Et dès que le château atteint le niveau max, il va arrêter le moteur automatiquement. Ensuite, l'automatisation des machines par des textos. Et pour l'électricité, on a juste placé des lampes. Et avec ces SMS, je peux allumer n'importe quelle lampe et l'éteindre quand je veux. Et je peux être de n'importe où. J'ai juste à envoyer un SMS quelconque, je peux l'allumer et si je peux l'éteindre, j'ai juste à envoyer un autre SMS. Bien avant la visite des œuvres de l'esprit, les invités ont suivi les différents exposés axés sur la technique de maintenance. Le week-end scientifique sur la journée des maintenances se clôturera demain, 8 février 2014. En sport, du 12 au 21 février 2014, l'Égypte va accueillir l'Open international de taekwondo. Les Léopards de la République démocratique du Congo se préparent avec le moyen de bord pour prendre part à cette fête internationale de la spécialité. Ils peaufinent des stratégies chaque jour au cercle Saint-Dominique délimité. Ndaye Ilambouchi, Mathieu Ngadipovi. Ce n'est qu'une question de jours pour que l'Open international de taekwondo démarre en Égypte. Les léopards taekwondoïnes de la RD Congo dans les deux versions affûtent les armes en vue de bien faire flotter les drapeaux bleu, jaune, rouge du 12 au 21 février 2014 au pays des pharaons. La Fédération congolaise de taekwondo, staff technique et les athlètes sont en train de travailler d'arrache-pied et les différentes séances d'entraînement de mise en forme de la rubrique et une partie de la nage sont au rendez-vous au cercle Saint-Dominique délimité. Le moral est au zénith pour une belle prestation à ces banquets internationaux sur le sol africain. Il y a certains qui reprennent leur moral. Supérieurement, je me sens super en forme. Bon, en fait, pas super en forme, presque en forme. Parce que là, on a à peine repris. Nous sommes dans les séances physiques. Je ferai en sorte pour que je puisse reprendre le niveau que j'avais avant. Après l'Open international d'Égypte, les cogneurs de pieds et coups de main de la RD Congo iront rivaliser d'ardeur avec les taekwondoïnes de la zone 4 vers fin février 2014 en Djamena, la capitale du Tchad. Après leur succès récolté à la 21e édition de la Coupe d'Afrique de Nations de handball en Algérie 2014, les Léopards dames vice-championnes d'Afrique ont été reçus par le membre du comité olympique congolais récemment au siège du COC situé à la 7e rue Limité industrielle à Limité. Ndaye Ilambouchi et Mathieu Ngadipovi. Après avoir acquis la deuxième place à la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN d'handball qui s'est disputée en Algérie récemment, les handballeuses de la RDC ont été reçues avec honneur par les membres du comité olympique congolais. Ces derniers ont tenu à encourager ces ambassadrices pour leur exploit et surtout pour leur qualification à la Coupe du monde de la spécialité. Les fauves de la RD Congo n'ont pas caché leur joie après cette réception. Notre sentiment, nous avons un sentiment de joie parce que c'est la première fois qu'on a joué la finale, parce que l'autre fois au Maroc on a joué les quarts de finale, les demi-finales, mais on était troisième. Et comme l'année-ci on a joué la finale, en tout cas je suis très contente. Pour l'autre CAN là, on va venir avec la coupe. Pour rappel, la Tunisie a battu la RDC en finale de la CAN d'handball sur la marque de 23-20. Malgré cette défaite, les filles sont qualifiées à la Coupe du monde de la balle aux 7 mètres. Elles doivent bien se préparer en vue de bien vendre l'image du pays à cette épreuve mondiale. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Nadia Koulinfouka. Commençons la revue de presse de ce vendredi 7 février par les quotidiens Forum de Zas, qui titre à sa une « L'abbé Apollinaire Malou Malou passe à la vitesse de croisière ». Quoi qu'en dise ou en pensent les acteurs politiques, Apollinaire Malou Malou attend déjà imprimer la vitesse maximale au processus électoral en RDC. Comme en témoigne la signature de ce samedi 8 février 2014 du Code de la bonne conduite et du protocole d'accord instituant les comités de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et le parti politique. C'est dire qu'aux yeux du président de la Commission électorale nationale indépendante, le train des élections a déjà quitté la gare.
Pour ces faire, le président de la CENI invite 451 partis politiques reconnus à la signature du protocole ce samedi. La prospérité, quant à elle, parle du double cérémonie ce samedi au Palais du Peuple. C'est ce samedi 8 février 2014 que la CENI et le parti politique colmatent leur union, dans la droite ligne sur la feuille de route électorale 2013-2016. C'est ce qu'a confirmé hier, jeudi 6 février 2014, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. À l'occasion, il y aura une double cérémonie. La première concerne la signature du Code de bonne conduite et la seconde a trait au protocole d'accord instituant les comités de liaison entre elle et le parti politique. Le même journal poursuit un peu plus loin, l'opposition politique congolaise décline l'invitation de la CENI. Dans une déclaration, les forces acquises au changement estiment que tout ceci n'est qu'une manœuvre de la CENI pour favoriser la tricherie. Le même sujet abordé par le journal Africa News, les confrères met à sa une les titres « Les grosses écuries affichent complet ». Peu à peu, la CENI met en place l'architecture électorale. En l'espace d'un mois, elle va envoyer 2 voire 3 signaux indéniables. Après la présentation de la feuille de route devant la représentation nationale, les teams de Malo Malo s'apprêtent à franchir 2 pas décisifs samedi 8 février. Coup sur coup, elle va signer le protocole d'accord mettant en place les comités de liaison avec les partis politiques et lancer les codes de bonne conduite, a indiqué le rapporteur de la CENI. Autre sujet d'actualité abordé par les journaux parus à Kinshasa, les feuilletons Wivine Moleka et Vital Kamerhe. Les présidents de l'UNC dénoncent un complot politique signe objectif. Vital Kamerhe est depuis quelques jours sous les viseurs de ses ex-camarades de la majorité présidentielle. Le président de l'UNC a reçu en un mois plusieurs coups de mousse, avec notamment les dossiers d'une correspondance émanant de la DGM, la sortie télévisée de Lambert Mende et maintenant l'affaire qui l'oppose à Wivine Moleka. Devant les cours des tribunaux, l'élu de Lukunga tient à recevoir des excuses officielles de Vital Kamerhe qui, selon elle, l'accuse d'avoir fraudé aux législatives de 2011. À propos de ce qui est lu dans les lignes susdites, la référence plus renchérit en disant carrément que Vital Kamerhe dénonce une politisation de l'affaire qui l'oppose à Wivine Moleka. Il affirme que le ministère public a requis mardi 4 février 3 ans de prison ferme contre lui alors qu'un arrangement à l'amiable a été déjà conclu entre les deux parties et acté par les tribunaux. Terminons cette revue par la position du patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Selon l'Observateur, l'assassinat d'un agent de la MONUSCO le 5 février 2014 a poussé ces derniers à demander l'ouverture d'une enquête sans délai et d'appréhender les auteurs de cet acte ignoble. C'est par ces souhaits que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Au nom de Natacha Bomongo, chef d'édition, nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. Demain à 7h30, Nadia Koulanfouka sera là pour vous informer et la grande édition de 19h vous sera présentée par Eric Mboulamousi. Je vous retrouve aux éditions du matin. Merci et très bon tour de programme sur nos antennes.